Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du processus de comparaison des performances d'algorithmes prédictifs avec Julia. Voilà. Bon, tout le monde a bien compris. J'explore Julia en ce moment et il y a différentes manières possibles de prendre la chose. Je suis dans une première phase où l'idée c'est de voir est-ce que ce que je peux faire facilement par ailleurs, je peux le faire facilement avec Julia. C'est ça l'idée, j'en suis là, hein. Donc, comparaison des performances d'algo prédictifs, ça se fait relativement facilement avec Python et avec R. Est-ce que la même tâche, je peux le faire facilement avec Julia? Voilà. Alors, Julia, il y a différents packages possibles pour le machine learning. Il y a un package qui paraît faire référence. Voilà, c'est MLJ. Voilà, je suis sur la page là, hein, avec les familles d'algorithmes disponibles. Donc la classification supervisée, classement en français, la régression, le clustering, classification automatique en français. Voilà, différentes familles, hein. Vous avez vu, hein, pas mal, hein. Tout ça, on va explorer. Voilà. Bien. Alors, bon, j'ai fait une première vidéo déjà. Bon, Julia, la page est là, hein, j'en ai parlé plein de fois. Voilà, ça m'intéresse, hein. J'essaie de voir jusqu'où je peux aller avec ça, avec pour idée, est-ce que je vais pouvoir l'introduire dans mes enseignements? À quel moment, à quel endroit, de quelle manière, auprès de quelle famille, auprès de quelle formation? Ben, voilà, c'est des questions que je me pose. Voilà. En tous les cas, il y a quelque chose qui, moi, me paraît très intéressant avec Julia, c'est, voilà, très performant. Alors, j'ai fait une première vidéo déjà où je suis allé sur des choses très basiques, hein. Je prends un échantillon de données, un fichier de données, je le partitionne en apprentissage test. Ensuite, je crée le modèle prédictif, voilà, classification supervisée sur le train, j'évalue sur le test. Voilà. Il faut toujours commencer par les bases. Ça a marché, la vidéo est là. Du coup, aujourd'hui, je vais faire une deuxième vidéo cette fois-ci où j'ai un jeu de données, voilà, et je vais voir quel est le modèle qui paraît le plus performant, voilà, tout simplement en appliquant un schéma trend test. Alors, on pourrait faire des méthodes de resembling comme la validation croisée, mais attention, la validation croisée a un comportement différent selon les familles d'algorithmes. Donc, comparer les performances prédictives en se basant sur la validation croisée, ça peut être discutable, ça peut être discutable, hein, parce qu'encore une fois, le comportement de la validation croisée dépend parfois des caractéristiques de l'algo prédictif. Donc la seule manière de comparer de manière objective, in fine, en définitive, hein, des performances d'un algo, voilà, c'est d'utiliser un échantillon test. Si tant est qu'on a suffisamment de données pour disposer d'un échantillon test, ça c'est notre histoire. En revanche, c'est une autre affaire de dire, j'utilise une grille search pour chercher les meilleurs paramètres. Là, on peut passer sur la validation croisée. Et à la fin, pour savoir si vraiment ça a été probant, là, on utilise un échantillon de test. Voilà. Mais donc ça, il faut bien regarder ça, hein. Il faut bien regarder ça. Voilà. Mais bon, c'est pas le propos aujourd'hui. Mais bon, je le dis quand même. Le propos aujourd'hui, c'est de voir si, sous Julia, je peux procéder à une comparaison relativement facile des algorithmes de classification supervisée. Alors, classification, c'est là, supervisée, hein. On a vu modèle, cela, on a les différentes familles de modèles possibles. Bon, je vais en prendre quatre, hein, tout simplement, et je vais voir comment je mets en place, hein, un dispositif euh, d'évaluation des performances pour choisir le meilleur modèle, sachant que les modèles-là, on va les entraîner avec les paramètres par défaut. Donc la question des paramètres sera, des hyperparamètres des algorithmes sera posée également. Alors, les données que je vais utiliser, c'est des données ultra standards, hein, c'est les données spam. Voilà, en sécurité informatique, hein, on a des emails, voilà. Donc l'email, c'est soit un spam, soit pas un spam, voilà. Et les descripteurs, c'est les caractéristiques des spams, des messages, des emails, voilà. Donc c'est le nombre de caractères écrits en majuscules, c'est la fréquence de certains termes. Si dans un email, il y a plein de dollars qui apparaissent, ainsi de suite, voilà. Donc, c'est un fichier ultra classique, très connu, hein, et il y a 4601 observations. Voilà. Donc, on va prendre une partie pour le train et évaluer sur le sachant que les résultats ont une certaine variabilité. Ça, c'est notre histoire encore, hein. Donc, au lieu d'avoir une accuracy sec, une estimation ponctuelle, il faudrait utiliser une estimation par intervalle. Ça, c'est encore une autre histoire également. Mais bon, ok, on avance comme on peut. Voilà. Donc, je vais faire relativement rapidement, hein, parce que l'enjeu, en réalité, ce sera au moment des comparaisons. Comment on va mettre en place ça? Tout ce qui est en amont, là, c'est relativement basique. Et encore une fois, j'ai déjà exploré ça dans cette vidéo aussi. C'est pour ça que je vais aller relativement rapidement là-dessus.
Donc, première chose à faire, j'active l'environnement qui est là, hein, donc l'activement avec les packages que j'ai installés. Ils sont là, les packages hein, que j'ai installés. J'ai bien vu hein, les différents packages. Voilà, et donc ce fichier environnement, je vais mettre en ligne. C'est comme des fichiers YAML qu'on a, par exemple, si on utilise Conda de Python. On est d'accord là-dessus. Donc, j'active l'environnement. Donc, mon interpréteur, c'est bien Julia, on est d'accord, hein. Voilà. J'active l'environnement. Une fois qu'il est activé, je liste les packages que j'ai installés, sachant qu'il a installé également les dépendances, hein. Voilà. Donc, on a différents packages là que j'ai installés hein, pour le typage, les algos de machine learning, MLJ, qui est le package générique en fait qui va permettre de piloter le dispositif. Et ensuite, on a des sous-packages dans lesquels sont implémentés les algos, hein. On est d'accord là-dessus, hein, pour les arbres de décision, pour les modèles linéaires, ainsi de suite, ainsi de suite. J'avais essayé les SVM, mais finalement, j'ai laissé tomber l'idée parce qu'il demandait quelque chose supplémentaire et je voulais pas que ça nous déroute de notre propos ici, hein. Donc, je l'ai installé, je l'ai testé et je me suis rendu compte qu'il demandait des modifications supplémentaires qui étaient hors de propos par rapport à cette vidéo. C'est pour ça que je le fais pas. Alors, ensuite, j'importe les données, hein. Donc là, c'est ultra classique. Donc, j'importe le fichier. Voilà. J'ai fermé Excel hein, pour qu'il ne le verrouille pas, hein. Excel a la fâcheuse manie de verrouiller les fichiers. Donc, ça y est, là, ensuite, je fais describe ici, hein, pour qu'on visualise les données. Donc, on a tous des variables quantitatives là. Voilà, très bien. Et la variable cible, elle est qualitative. Alors, certains sont des continus, des numériques, des flottes, hein, puis certains sont des entiers, en fait, parce qu'il n'y a pas de virgule, hein. Voilà. Ça va poser problème, ça. Donc, il faudra qu'on fasse des modifications. Ensuite, je regarde les dimensions de notre jeu de données. Il y a 4601 observations et 56 variables. 55 descripteurs. Et la 56e, c'est la variable cible. Voilà. Alors, ça, les types qui sont là sont définis par le package DataFrames, hein, qui manipule les DataFrames. MLJ, lui, il utilise des types internes. Donc, on va voir quelle est la perception de MLJ de ces types internes-là, hein. MLJ, encore une fois, hein, c'est le package, hein, qu'on va utiliser, qui permet de mettre en œuvre des projets machine learning, hein, en Julia. Bien. Donc, j'ai mis en ligne, l'environnement en ligne, c'est à 1000, sinon, il limitait l'affichage, hein. Donc là, on peut les voir ici. Très bien, hein. Donc, tous sont quantitatives. Voilà, continuous, sauf deux qu'il utilise, qui sont des entiers qu'il considère comme des variables de comptage. Et ça va faire des warnings, ça. Donc, on va corriger ça avant de lancer les algos. Et la dernière, c'est spam, qui est une variable chaîne de caractères. Ça également, c'est l'embête parce que on a besoin de lui dire que c'est un type catégoriel en réalité, sorte de factor, hein. Donc ça également, c'est un typage qu'on devra faire. Alors, je mets les Y d'un côté, je mets les X de l'autre. Y, c'est le vecteur de variable cible. X, c'est le descripteur. Je vérifie les dimensions. Là également, c'est nickel. Très bien, hein. Donc, Y, là, c'est bien un, un vecteur, hein. En revanche, X, c'est bien une matrice. Et je mets les types adéquats. Donc, pour Y, il faut que je dise que c'est une sorte de factor. Donc, avec le module, avec le package. Donc, ici, c'est categorical arrays. Je vais le typer en categorical. Voilà, et j'affiche les types. Il a dit maintenant il y a deux levels, no et yes, et je vais compter les fréquences des classes en passant par l'objet DataFrame, hein. Voilà, parce que directement, donc il n'y a pas d'outil dans catégorie des calories, hein. J'aurais pu utiliser StatsBase, mais l'affichage n'était pas terrible, donc je préfère utiliser ce dispositif-là, hein. Je passe par un DataFrame, ensuite je fais un group by combine pour avoir les effectifs, hein. Donc, il y a 788 qui sont de la classe No, qui sont pas des spams, et 1813 qui sont des spams. Et les X, cette fois-ci, je veux qu'ils soient tous considérés comme continus, même les variables entières. Donc, c'est ce que je fais ici, hein. Donc, avec scientific type base, voilà, je vais coercer, je vais les caster, en fait, hein. Tout ce qui compte là, je mets continuous. Tout ce qui est continuous reste continuous, hein. Voilà. C'est ce que je fais ici. Et quand j'affiche les schémas, on a tout en continuous maintenant, y compris les deux dernières variables qui étaient des int, hein, qui étaient des counts, hein. Bien. Alors, je partitionne en train de test. Dans MLJ, il y a l'outil partition. Mais dans MLJ, l'outil partition, en réalité, on lui passe un pourcentage.
Or, moi, je veux des effectifs réels, enfin, je veux des effectifs précis. Hein. 601 pour l'apprentissage, 4000 pour le test. Alors, pourquoi pas 70-30? Non, parce que je suis dans un schéma de tout simplement pédagogique, là. Voilà. Et donc, je pénalise vraiment le comportement des algos en donnant très peu pour l'apprentissage et beaucoup pour le test pour avoir une évaluation qui tient la route. Encore une fois, hein, le 70-30 train test, en réalité, c'est pas une religion. Hein. Il faut qu'il y en ait suffisamment d'apprentissage pour que le modèle puisse bien apprendre, et il faut qu'il y en ait suffisamment en test pour que l'évaluation soit de qualité, hein, soit précise. Bon, le suffisamment reste discutable en réalité. Bon, la pratique veut que c'est 70-30, mais en réalité, oui, on n'en a pas. Là, pour le coup, ici, j'ai décidé, parce que je veux évaluer le comportement des algos, d'en mettre très peu en apprentissage et beaucoup en test pour avoir une évaluation précise. Mais encore une fois, c'est à nous de décider par rapport à ce qu'on veut faire. Bien. Alors, il y a 4601 observations. Voilà. Donc, je vais générer un vecteur de 1 à 4601. Et parmi, dans ce vecteur de 1 à 4601, je vais en tirer 601 valeurs avec un tirage sans remise. Voilà. C'est le cas ici. Et donc, là, j'ai un identifiant des individus qui sont dans la partie train, dans la partie entraînement, apprentissage. Voilà. Et ce que je mets dans test, c'est le reste. Donc là, j'utilise cette diff tout simplement, voilà, de 1 à n des ID train, et j'ai bien 4000. Donc ceux que j'ai en train ne sont pas en test, et ceux que j'ai en test ne sont pas en train, en utilisant le set diff là. On est d'accord là-dessus. Et là maintenant, au lieu de partition où on met des pourcentages, fixer des pourcentages pour avoir 601, c'était pas évident, on est d'accord là-dessus. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment la possibilité de dire, je veux tant fixe en apprentissage et je veux tant fixe en test. Alors, du coup, ça y est, on entraîne Y, voilà, 601 en test 4000 et X, pareil également, avec le nombre de descripteurs. C'est ici, hein. L'originalité de cette vidéo, elle est ici en réalité. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais tester différents algorithmes. Voilà. Pour tester différents algorithmes, je vais aligner ça, j'aime pas quand c'est pas aligné. Très bien, voilà. Je vais charger ces algos-là dans des sous-packages, hein, que MLJ sait gérer. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a cette commande-là. J'utilise la commande load de MLJ, mais les algos eux-mêmes ne sont pas dans MLJ. Ils sont dans un sous-package de MLJ. Donc, les sous-packages, c'est décision tree, voilà, MLJ Linear Models, libsvm que j'utilise pas finalement, hein, voilà, et Evotrice. Ah, donc, c'est bien ce qu'on a vu ici, hein. On a bien vu ici, hein, les algos, ils sont là avec les packages. Hein. Algo, package, algo, package. Hein. Donc, ici, ce que je suis en train de faire, c'est que je récupère l'algo dans les packages. Encore une fois, hein, j'ai chargé l'IBSVM, donc c'est possible, mais il demande en fait à ce que on prépare les variables de manière supplémentaire. Et moi, je voulais pas me danser là-dessus. Voilà. En tous les cas, c'est tout à fait possible de les charger. C'est ce que je fais ici. Voilà. Qui dit, j'ai chargé, très bien, tout est nickel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais créer une liste de tuples. Une liste de tuples où le premier élément du tuple, c'est un identifiant. J'aurais pu mettre Toto, Tata, Tutu, Tété, hein, on est d'accord là-dessus. Hein, c'est un identifiant que moi je crée, une chaîne de caractères, si vous voulez. Et ici, c'est une instance de la classe. Donc ça veut dire que c'est un objet, hein, que j'ai instancié. Donc là, j'appelle le constructeur, là. Vous avez bien vu, hein? Là, j'appelle le constructeur. Si on veut spécifier des paramètres spécifiques, c'est ici qu'il faudrait le mettre. On est d'accord, hein? C'est au niveau de l'instanciation qu'il faut mettre les paramètres. Donc, il y a deux étapes. Un, je charge le modèle, la classe, si vous voulez, en utilisant le sous-package, en utilisant l'outil load de MLJ. Voilà. Ensuite, quand le modèle est chargé, voilà, la classe est chargée, voilà, je l'instancie ici. Et s'il y a des paramètres à mettre, c'est là qu'il faudrait les mettre. Voilà. Ok, ben moi, pour l'instant, je prends les paramètres par défaut. Mais on va voir les paramètres tout à l'heure. Donc voilà, donc il lance les constructeurs, très bien, et vous voyez bien en fait que les paramètres sont là. Hein. Voilà. Alors justement, c'est quelque chose. La documentation est pas très. Faut chercher. Hein. Voilà. Bon, du coup, je me suis dit, je vais chercher par moi-même. C'est encore plus simple ça. Voilà. Alors, par exemple, si on veut avoir les paramètres d'un arbre de décision, qu'est-ce qui se passe? En fait, avec MLJ, il y a l'outil params qui permet d'accéder aux paramètres d'un algo, hein, de machine learning. Donc MLJ params là, tac, et je mets l'instance de la classe. Donc là, j'ai instancié la classe décision et triclassifieur là.
Et donc, je vais itérer sur chaque paramètre et les valeurs associées. C'est ce que je fais ici. C'est bien vu, hein? Donc, dans les arbres de décision, il y a les paramètres maxdef, misampli, qu'on connaît, hein, on connaît très bien ça, hein. Ceux qui utilisent scikit-learn par ailleurs connaissent très bien ces paramètres-là. Voilà. Et moi, ce que je fais tout simplement, c'est que je regarde les valeurs par défaut, hein. Donc, il n'est pas limité en profondeur de l'arbre. Il accepte s'il y a une feuille qui a au moins un individu, et il segmente s'il y a au moins deux individus sur chaque sommet, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Les différents algos là que j'ai instanciés, voilà, avec ce dispositif-là, quels sont leurs paramètres respectifs? Donc, j'ai fait une boucle tout simplement où sur chaque modèle instancié, voilà, je vais accéder au modèle, voilà, au nom du modèle, hein, le premier élément, hein, c'est ça le nom du modèle que j'ai donné. Encore une fois, vous pouvez mettre autotutu et ainsi de suite, hein, ou bidon, tout ce que vous voulez. Voilà. Et une fois que j'ai récupéré le nom ici, j'affiche les paramètres, hein, avec paire valeur, hein. C'est ce que je fais ici. Et on voit que pour l'arbre de décision, on a ces paramètres-ci. Pour un forest, il y a une série de paramètres, dont un, c'est le nombre d'arbres qu'il va créer. Donc, il fait 100 par défaut. On peut mettre 2000, on peut mettre 3000, hein, ou bien 20 également, hein. C'est à nous de choisir. Pour la régression logistique, alors je vais pour la régression logistique, on a différents paramètres qui sont là, lambda, ainsi de suite, penalty, voilà. Soit là pour le coup c'est un reach, hein. Ça aurait pu être également d'autres, hein, voilà. Et pour le gradient boosting, voilà, on a les paramètres ici, voilà, qui sont là également. Ah, maxdef est spécifié à 6, par exemple. Ainsi de suite, ainsi de suite, hein. Voilà. C'est important parce que, bien sûr, le comportement des algorithmes dépend des valeurs des hyperparamètres. On est d'accord là-dessus. Et les étudiants passent à côté souvent. Non, c'est très important. Et justement, des tâches standards, je dirais même caractéristiques ou bon, jusqu'à la caricature en fait du data scientist, c'est de faire un grid search CV. On est d'accord là-dessus. Bon, ça c'est une autre histoire. Bien. Du coup, la boucle d'expérimentation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est très simple. Je crée une liste dans laquelle je vais mettre les résultats. Ensuite, pour chaque modèle, qu'est-ce qui se passe? Je crée la machine avec MLJ Machine. Tout ça est expliqué en détail dans cette vidéo aussi. Donc, je ne vais pas revenir en détail là-dessus. On est d'accord, hein? Voilà. Ensuite, une fois que la machine est prête, voilà, je fais l'entraînement en passant ici les paramètres et les points d'exclamation. Ça veut dire que c'est la machine qui est directement modifiée. Voilà. Verbosity, c'est l'affichage qu'il fait quand il est en train de faire l'entraînement. Ensuite, je vais lancer en même temps parce que ça va prendre du temps. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que la machine a été entraînée, voilà, je fais une prédiction sur l'échantillon test. Voilà. Et là, pour l'instant, j'ai les probas d'appartenance aux classes. Pour avoir la prédiction brute, voilà, je cherche le mode par ligne de prédiction, hein. Donc, pour chaque individu, j'ai la probabilité d'appartenance aux classes. Et pour voir la classe prédite, pour obtenir la classe prédite, voilà, je prends le mode tout simplement. C'est ce que je fais ici. Et ensuite, pour avoir l'accuracy, je fais une confrontation, voilà, entre la classe prédite qui est placée en première position ici et la classe observée sur l'échantillon test, hein. Donc, l'entraînement se fait sur train et l'évaluation se fait sur test et la confrontation se fait par rapport à Y de test. Ensuite, ces résultats-là, je les rajoute dans résulte, hein, sous forme de namet tuple, hein, de tuple nommé, hein, pour connaître des noms des champs, si vous voulez, hein, avec d'une part le nom du modèle, donc décision de tri, ainsi de suite, hein, c'est les noms qui sont définis ici, hein, voilà, en bleu là, très bien, et la valeur de l'accuracy correspondante. Et je mets le tout sous forme de data frame. Voilà, donc elle est là, il est là l'enjeu, hein, voilà. Et je mets le tout sous forme data frame. Et le data frame, je le trie de manière décroissante pour avoir les meilleurs modèles en première position. Voilà. Alors, première position, c'est Random Forest. Ensuite, gradient boosting. Voilà. Qui sont très proches en réalité. Il y a un petit gap avec la régression logistique et un autre petit gap avec la décision triclassifiée. On peut faire un petit graphique, hein. Donc, je me suis fait amuser à faire un bar plot. C'était pour tester, en fait, plots, en réalité. Je voulais explorer les fonctionnalités des plots. Voilà. Sachant qu'on avait déjà vu aussi stats plots, hein. Voilà. Et donc, j'ai vérifié ici et je vois très bien.
Encore une fois, il faut pas s'énerver sur des valeurs ponctuelles. Ce qu'il faudrait faire en réalité, et c'est ce que je fais en TD avec mes étudiants, c'est qu'il faut calculer des intervalles de confiance, des fourchettes en réalité, et voir s'il y a des chevauchements entre les fourchettes pour savoir réellement s'il y a un gap significatif ou pas. Hein. Donc, ce graphique-là, il faudrait le compléter avec les fourchettes en réalité. Voilà. Et ensuite, on regarde s'il y a un décalage manifeste entre les fourchettes. C'est là qu'on peut dire réellement s'il y a un modèle qui est significativement meilleur que l'autre. Mais bon, c'était pas le propos ici. Le propos ici est de voir est-ce qu'il est facile, sous Julia, de mettre en place un dispositif de comparaison de performance de modèles prédictifs? Et la réponse est oui. Vous avez pu le voir, hein. C'est relativement facile là. Voilà. Donc, il me reste encore beaucoup à explorer. On est absolument d'accord là-dessus, hein. Classification, déjà, il va falloir quelques temps. Ensuite, régression, je vais en faire un peu. Clustering, qui fait partie des cours que j'enseigne, ben, je vais explorer pas mal. Il y a les détections d'anomalies, dimensions. Oh là là, il y a du boulot, mais c'est tant mieux, mais c'est tant mieux. Excellent travail à tous.